Hello hello et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes lectures du mois de juin. Et pour vous faciliter un peu la tâche, j'ai décidé de les ranger en mettant en premier ceux qui m'ont le moins convaincu et au final ceux qui m'ont le plus convaincu. Et vous allez voir, ça va faire un peu deux catégories en juin puisqu'on peut dire que j'ai enchaîné les lectures que j'ai pas trouvées incroyables avec des lectures que j'ai trouvées vraiment super bien. Il n'y a pas vraiment eu d'entre-deux. Donc je commence tout de suite avec celles qui m'ont le moins plu. La première lecture qui m'a vraiment pas convaincue au point que ça a été carrément un abandon, c'est celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. Et ça me fait un peu mal au cœur parce que j'abandonne quand même ma lecture assez rapidement parce que je pense que je dois être à 20-25% du livre, mais vraiment ça le fait pas. C'est quand même un peu dommage parce qu'elle était dans ma pile à lire de l'été, donc je pensais que ça serait une réussite, mais non. Donc dans ce livre on suit Ju, je crois. En fait, elle se fait appeler Ju, ouais c'est ça, comme son frère, mais en fait je crois qu'on n'a même pas son nom. C'est l'histoire d'en gros d'une jeune fille qui fait partie d'une famille en Chine, en 1300 et quelques, qui fait partie d'un village finalement où les gens vraiment meurent de faim. Et le fait qu'elle soit la seule fille de la famille avec son père et son frère, on se fout complètement du fait de si elle meurt ou elle vit. C'est vraiment juste une denrée pour son frère et pour son père. Et en plus de ça, son frère, comme il est né sous certains auspices, on lui promet vraiment une destinée incroyable. Mais voilà, il s'avère qu'un jour son frère et son père décèdent et donc la jeune fille va décider de prendre la place de son frère dans sa superbe destinée et donc de se rendre dans un monastère pour suivre une éducation en tant que moine. Et ça, quand je vous parle de ça, c'est genre vraiment le début de l'histoire, puisqu'après va se mener va être amené dans l'intrigue complètement d'autres personnages, avec d'autres besoins, d'autres envies. Donc on a l'impression qu'on suit un livre qui est vraiment basé sur cette femme et ce qui va lui arriver et quelle va être sa destinée. Et en fait, d'un coup d'un seul, on a cet ajout d'une intrigue comme une intrigue secondaire mais qui va prendre une place énorme puisque finalement dans ce contexte-là on se retrouve dans la Chine qui est sous le joug des Mongols et donc on va avoir cette espèce de personnage de général mongol qui va expliquer du coup son implication dans la guerre qui le met face aux révolutionnaires chinois qui sont plus ou moins des miliciens en fait paysans. Et si vous voulez, on pourrait croire qu'on suit une histoire qui est épique, qui est extrêmement importante, qui est prenante et tout, mais moi ça l'a pas fait du tout. C'est-à-dire que vraiment, alors je sais pas si c'est le format, parce que je l'ai écouté en audio, mais j'étais pas dedans quoi. C'est-à-dire que vraiment, j'avais l'impression qu'on me faisait « et maintenant il fait ça, et ensuite il fait ça, et ensuite il se passe ça », mais que du coup je ressentais rien en fait pour les personnages, j'arrivais pas à m'attacher à eux. J'avais vraiment l'impression de voir un truc de très très loin et que finalement on m'avait pas embarqué dans le truc. Donc du coup écoutez, j'ai arrêté parce que je me suis dit écoutez, avec les dizaines de milliards de bouquins qui me font envie, ça sert à rien que je perde mon temps. Donc pour moi ça l'a pas fait. Pour autant, est-ce que je pense que c'est un livre qui peut être hyper bien ? Oui, parce que je pense qu'honnêtement, si on arrive à être happé dans l'histoire, je pense que ça doit être hyper intéressant, hyper éprouvant, etc. Mais moi juste je suis complètement passée à côté. Donc je vous dis pas c'est une daube au secours, n'y allez pas. Je vous dis juste moi je pense que je suis passée complètement à côté du livre et vous verrez ça sera pas le seul de ce bilan de lecture. Mais simplement voilà, c'est un livre que je pense que je vais mettre sur mon Vinted en plus parce qu'il était quand même extrêmement beau dans cette version collector, mais je pense qu'il faut qu'il aille vivre une vie dans une maison où il sera plus apprécié parce que pour moi c'était un DNF. Le deuxième livre dont je voulais vous parler c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Donc encore une fois c'est un livre que j'ai écouté en audio, alors je sais pas, peut-être que l'audio ces temps-ci c'est pas pour moi. Et pareil, je suis complètement passée à côté, c'est-à-dire que c'est un livre qui ne m'a fait ressentir aucune émotion. Enfin vraiment. Et là je suis désolée, je sais que c'est un livre qui a été beaucoup encensé, qui a beaucoup plu, donc moi je vous donne mon ressenti. Ça veut pas dire que le livre est comme ça, je pense que moi, je suis passée à côté de pourquoi les gens l'avaient aimé, et je vous explique pourquoi, et je vous explique ce que j'ai ressenti. Honnêtement, j'ai eu l'impression que ce livre, 1, il se passait rien, et 2, il y avait plein d'incohérences. Je vous explique. Donc on suit Lara qui est donc une fille d'un roi qui est assez sanguinaire dans un pays qui apparemment où il y a beaucoup de famine et qui est donc ce roi a mis en œuvre
entraînement pour toutes ces filles pendant toutes ces années, parce qu'elles sont 12 ou 13 je crois, dans le but d'en faire vraiment des espionnes aguerries, qui savent manier les armes, etc. et tout. Enfin vraiment, ce sont censées être des espionnes, puisque l'une d'elles est censée épouser Aren, qui est donc le roi d'un autre royaume, afin d'ouvrir entre ces deux royaumes des routes commerciales qui permettront donc au peuple de Lara de manger. Et donc Lara, notre héroïne qui est envoyée chez Aren, elle y va vraiment avec ce côté j'y vais pendant 1 an, on ouvre des routes commerciales, on comprend tous leurs secrets et ensuite je le kill. Aren. Et si vous voulez, bon déjà on est dans une histoire qui a été écrite quand même il y a un petit moment, parce que The Bridge Kingdom, enfin moi je sais que quand j'avais commencé à avoir envie de le lire, ça faisait hyper longtemps, donc j'ai l'impression que ce livre il est depuis genre 7 ou 8 ans dans ma palle. Je pense que ça doit être à peu près ça. Et donc c'est quand même... On retrouve un peu les tropes de l'époque dans la fantasy young adult, donc c'est des choses quand même assez simples. On n'est pas dans une... On va pas dire qu'on est dans une intrigue genre ultra ficelée avec un monde hyper chargé et tout. En tout cas dans le tome 1 c'est pas du tout le cas. Hein. Juste Lara elle est envoyée sur une île, elle y reste. On sait pas grand chose de l'environnement. Et si vous voulez... Moi, ce qui m'a dérangée dans ce livre, c'est à quel point l'héroïne est naïve. C'est-à-dire qu'en en fait, à un moment donné, t'as été entraînée par un roi sanguinaire et tu te dis pas à aucun moment que potentiellement il s'est un peu foutu de toi. Et donc, ça m'a vraiment saoulée, si vous voulez, parce que par moments, on a vraiment l'impression qu'elle a des épiphanies avec Aren en mode « Ah, mais finalement, il est peut-être sympa. En fait, peut-être que finalement, c'est un roi qui aime son peuple. » Bah ouais. Et donc si vous voulez, au fur et à mesure de ma lecture, enfin de mon écoute, j'étais là, je me disais c'est pas possible. Tu peux pas avoir été entraînée à être un assassin, une espionne, machin et tout, et être aussi ingénue. Et être aussi crédule sur tout ce qu'on a pu te raconter. Alors certes, t'as été élevée dans un environnement qui était très cloisonné, où tu voyais pas le monde extérieur, mais quand même, enfin je veux dire, t'es censée être une espionne, donc normalement t'es censée quand même déjouer, je sais pas, comprendre les gens, comprendre la situation, comprendre la complexité des environnements. Non. Et donc bon, ça plus le fait que la romance est amenée un petit peu comme un cheveu sur la soupe, parce qu'au début ils se haïssent, et puis d'un coup d'un seul, on sait pas pourquoi, ils tombent amoureux. Bon, moi ça l'a vraiment pas fait. Enfin vraiment je me suis dit je lirai pas la suite, c'est pas pour moi, je pense que je suis complètement passée à côté. Je pense que peut-être que si je l'avais lu, ça m'aurait moins dérangé, peut-être que je serais peut-être passée à travers, je me suis dit bah c'est hyper divertissant, allez on continue et tout, parce que vraiment la fin laissait présager que le reste pouvait être beaucoup plus intéressant, donc mais pour autant moi elle m'a tellement saoulée la rage, j'ai pas pu quoi, je pourrais pas. Donc désolée mais le pont des tempêtes, c'est pas pour moi, donc du coup je ne continuerai pas la série. Dans la série des déceptions, et dans la série en plus de ma pile de l'été, Book Lovers de Emily Henry. Alors c'est un livre que j'ai pas encore tout à fait abandonné, mais ça fait quand même déjà un petit moment que j'ai lu genre 20-25% et que j'ai absolument aucune envie d'y retourner. Et donc je pense que ça va finir en abandon, donc je vous présente quand même. Donc dans Book Lover d'Emily Henry, on suit Nora. Et là c'est hyper important ce que je vais vous dire. Donc on suit Nora. Et on dit que Charlie, c'est son Némésis professionnel. Donc on dit quand même que c'est un mec normalement qu'elle doit haïr du fond de son âme quoi. Et donc Nora et Charlie donc, sont du coup ennemis, et Nora un jour elle est un peu dans une mauvaise phase, et sa sœur qui est aussi dans une mauvaise phase lui dit bah tu sais quoi, on va se prendre des vacances dans un petit bled paumé qui est au cœur d'un des livres que tu viens de publier, et on va vraiment passer des bons moments ensemble, on va se marrer et tout. Et franchement ça a commencé hyper bien, parce que justement la relation avec sa sœur, ce qu'elles avaient vécu, le fait que sa sœur elle soit un peu au bout de la roulette là, côté parentalité, et qu'elle a juste une envie, c'est que pendant sa grossesse elle prenne un peu de vacances et aille se marrer. C'est quelque chose qui m'a vachement touchée, j'ai bien aimé la relation entre les deux femmes. Mais la relation avec Charlie... Alors il faut se dire que elle, donc l'héroïne principale, elle est vraiment dépeinte comme un requin. C'est ça son surnom apparemment dans le milieu, c'est que c'est un requin. Et donc, elle a vraiment, c'est un peu cette caricature, vous savez, à la Miranda Presley là, dans Le Diable s'habille en Prada, c'est-à-dire toujours sur des talons hauts, toujours ultra bien mise, ne pense qu'à son travail, elle se fait quitter, elle pleure pas parce qu'elle s'en fout, enfin bon bref. Elle s'en fout, mais en tout cas, ça lui fait ni chaud ni froid.
Et si vous voulez, moi j'aime bien les ennemis professionnels. J'avais adoré The Hating Game qui m'avait fait mourir de rire parce que là vraiment ils se détestent vraiment. Là en fait on vous explique plus ou moins, alors peut-être que c'est démenti dans le reste du livre hein, parce que je l'ai pas lu, mais on vous explique qu'en gros elle déteste Charlie parce qu'un jour elle lui a pitché un livre et que le mec il a pas voulu l'éditer. Mais franchement, on va pas se dire qu'une nana qui a un requin dans l'univers de l'édition, c'est pas la première fois qu'elle se fait rejeter un bouquin quand même. Et donc j'étais là genre, c'est tout. Enfin, genre il a pas aimé ton livre et donc du coup, à cause de ça, c'est ton pire ennemi. Et franchement, alors je pense que c'est juste mal vendu quoi. C'est parce que en soi, après bon évidemment, elle va aller dans son bled paumé, elle va tomber sans arrêt sur Charlie, ils vont commencer à papoter et tout, mais et puis lui, je sais pas, genre il est caricatural du broody là, c'est genre oui il habille tout en noir, il rigole pas, machin, enfin franchement y a rien à faire quoi. Emily Henry c'est quand même mon troisième essai, je vous l'avais dit, mais c'est le dernier quoi, j'arrête. Je pense qu'en fait la plume d'Emily Henry elle est pas pour moi, les personnages ils sont pas pour moi, ça fonctionne pas, enfin moi je les lis en fait et au moment où je suis censée avoir des petits papillons et des genre oh c'est trop mignon, et bah je suis genre... Et j'ai juste qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Donc je pense que je vais m'arrêter là avec cette lecture et je vais me dire que juste Emily Henry et moi, c'est une rencontre qui ne se fera jamais. Et je vais juste continuer à lire les autres romans d'autrices que j'aime plus. Et j'en ai une notamment à vous présenter dans cette vidéo, donc restez avec moi. Pour le dernier livre qui m'a pas hyper convaincue, mais je vous dirais que c'est pas vraiment une surprise parce que c'était plutôt une relecture. Il s'agit de Rendez-vous au Cupcake Café. Ça fait 10 fois que j'essaie de le dire. C'est impossible. Essayez de le dire hyper vite. Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan. Donc du coup dans cette histoire on suit une jeune femme qui du jour au lendemain perd son travail et son mec parce qu'il s'avère que son mec est son boss et que c'est un immense connard. Et donc, avec sa prime de licenciement, elle va décider d'ouvrir du coup un café pour vendre des cupcakes puisque son grand-père lui a toujours appris à faire de la cuisine. Donc en soi, si vous voulez, trop mignon, enfin vraiment trop mignon. La relation avec son grand-père qui lui passe ses recettes et tout, adorable. Le côté un petit peu cupcake et tout, trop mignon, même si bon, c'est un peu finger in the nose la façon dont elle ouvre son cupcake café quand même. Faut dire les choses. Mais il y a tellement de choses qui m'ont pas trop plu. Enfin, moi j'ai eu le sentiment en écoutant ce livre qu'il y avait déjà un rapport à l'image de la femme, du corps de la femme, des rondeurs, etc. qui était mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que par un moment on a l'impression qu'il disait oh c'est génial d'avoir des formes. Par moment c'était tellement souligné que elle avait des formes, que elle avait des formes. On était là, bon c'est bon on a compris, elle a des formes. Du coup moi ça m'a un peu gênée, ça m'a un peu dérangée. Et puis pareil, on a une héroïne qui est mignonne, mais... Enfin, c'est-à-dire, elle est amoureuse d'un sombre con, et vraiment, elle y retourne, quoi. Enfin, aide-moi, ça, par contre, j'avoue que... Je peux comprendre, mais au bout d'un moment, ça me saoule. J'ai juste envie de dire, écoute, ton mec, c'est un connard, il te traite comme de la merde, et en fait, à un moment, tu y retournes. Bah, franchement... Qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse pour toi? Enfin, et j'ai envie de dire, limite, quand je vois les copines qui sont là et qui lèvent les yeux au ciel et qui se retiennent de dire quelque chose et tout, je me dis, mais je les comprends, enfin, au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Donc, bah, encore une fois, dans celui-ci, on a ça, quoi. Et c'était vraiment... Enfin, moi, ça m'a saoulée. Et je pense que c'est pas la première fois qu'on a ce trope, là, dans les Jenny Colgan, où, vraiment, elles sont avec des cons, mais des vrais cons. Et je me dis, mais... Enfin, elles peuvent pas trouver l'amour en ayant des expériences passées normales, non, il faut toujours qu'il y ait genre un protagonisme masculin hyper caricatural et mauvais. Donc je sais pas. Donc je l'ai relu, écoutez, il y a des choses que j'ai beaucoup plus aimées, il y a des choses qui m'ont semblé toujours un peu... Typiquement la romance, je la trouve pas dingue. Pareil, lui aussi il a plein de préjugés et tout, et je le trouve pas être genre vraiment... Enfin moi je suis pas du tout tombée amoureuse de lui, quoi. Donc voilà. Jenny Colgan, on va dire que c'est un moyen. J'ai bien aimé certaines choses, d'autres moins. Je sais pas si je lirai la suite parce qu'il y a une suite qui se passe à Noël et habituellement moi j'aime quand même bien lire ça. Jenny Colgan c'est aussi une autrice où voilà, j'aime bien lire, c'est pas des lectures incroyables mais ça passe. Et là, bah, bof. Donc on verra. Je vous dirai si à Noël je suis tentée par le tome 2. C'est parti, on enchaîne sur la deuxième partie de la vidéo avec des lectures bien supérieures et là j'ai plein de choses à vous raconter. Pour changer, j'ai envie de dire. Le premier, mon petit doudou, Lightfall de Tim Probert aux éditions Gallimard, bande dessinée.
foncez l'acheter, c'était tellement bien, j'ai adoré. On suit du coup Béa qui est franchement qui est un peu une anxieuse, qui est une introvertie, et un jour son grand-père disparaît et elle va tomber sur Cad qui est du coup un Galdurien, donc cette créature que vous voyez ici. Et tous les deux vont partir à la recherche du cochon sorcier et Cad c'était un personnage mais attachant de folie, c'est-à-dire qu'il est vraiment mais optimiste, gentil, bienveillant. Il va vraiment aider Béa dans sa quête, mais il va vraiment l'aider aussi dans sa personnalité, à la sortir de son cocon, à faire confiance aux autres, à sortir un peu de son anxiété et tout. C'était tellement bien. Et en fait, il y a vraiment quand même une intrigue de fond. Outre la recherche du grand-père, il y a aussi une intrigue qui a l'air d'être un peu plus présente et importante. Et moi, franchement, à la fin de ce tome, j'ai eu qu'une envie, c'est de foncer acheter le 2 et le 3. Je me suis tapée sur le doigt pour ne pas le faire, tellement j'ai adoré. Je ne vous parle même pas des planches, qui sont d'une beauté sans nom. J'ai envie de le relire, voire juste le feuilleter pour revoir certaines planches. C'est une pépite, une tuerie. Allez-y 1000 fois si vous avez envie de douceur, si vous avez envie d'une histoire qui fait du bien, foncez. Et dans les histoires qui font du bien, on enchaîne avec Legends and Latte de Travis Baldree aux éditions Roman Inis Édition. Donc là on suit dans Legends and Latte du coup Viv, une orque qui décide de mettre son épée de côté pour ouvrir un café dans un petit village qui ne connaît absolument rien du café. Il y a une petite trame de fond sur une espèce de bande qui va vouloir lui soutirer de l'argent un peu en mode mafia locale, mais ça prend pas vraiment toute la part de l'histoire. Honnêtement, la grande part de l'histoire, c'est juste de suivre Viv et l'ouverture de son café, et franchement, ça suffit amplement. J'ai adoré ce livre. C'était tellement bien, ça faisait tellement plaisir, c'est-à-dire que je pense que dans ce livre, il se passe rien. C'est-à-dire que vraiment, on a Viv qui ouvre son café, qui se fait des amis, qui apprend un peu la confiance, qui apprend à baisser la garde de façon figurée comme de façon littérale, et c'était vraiment très 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 mignon. Je vous dirais que si vous vous attendez à une grosse fantaisie et tout, n'y allez pas, mais si vous avez besoin de pareil, comme Lightfall, de quelque chose de mignon, de gentil, il n'y a pas de méchants, c'est pas des gros méchants, et ça va vous faire juste du bien, et vous allez vous dire « Oh, moi aussi j'aimerais trop faire partie de cette petite bande de copains dans ce petit café, alors je déteste le café. » Et bah allez-y, franchement, génial, 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 et du coup j'ai acheté le préquel, trop hâte de lire. Ensuite, j'enchaîne encore avec un petit livre tout mignon, tout doudou, et c'est évidemment Better Than the Movies de Lynn Painter aux éditions Simon & Schuster. Ah oui, parce que moi je l'ai pris en anglais, excusez-moi. C'est parce qu'il est sorti aussi en français, et je ne sais plus quelle est la maison d'édition, vous m'en excuserez. Mais il est sorti du coup, il est traduit. Donc on suit Lise, je pense que c'est la 3e fois que je vous en parle, donc à mon avis vous avez compris, mais au cas où, on suit Lise Bugsbaum, qui est donc une fana de comédie romantique, puisque c'était un lien très profondément ancrée avec sa maman qui malheureusement est décédée, et donc elle ne vit que pour les comédies romantiques, et notamment pour les BO des comédies romantiques. C'est vraiment une passionnée de musique, et à chaque fois qu'elle imagine sa vie ou un moment de sa vie, elle entend une chanson. Donc c'est un livre qui est bourré de références. Si vous n'aimez pas les comédies romantiques, reposez-le direct, parce que c'est une comédie romantique, juste le bouquin par lui-même. Et donc il y a plein de références, c'était génial. Enfin moi qui adore les comédies romantiques, qui suis une romantique mais à fond, 10 000%, j'ai adoré. Lise du coup, elle est amoureuse depuis toujours de Michael, qui est quelqu'un qu'elle a connu dans son enfance et qui revient des années plus tard habiter près de chez elle, et elle se fait une fixette sur le fait que Michael et elle doivent vivre leur grand moment quand Michael va l'emmener au bal de promo du lycée. Et pour ce faire, elle va demander à son voisin Wesley de l'aider à faire en sorte que Michael tombe amoureux d'elle. Et c'était trop mignon, il n'y a pas de smut, c'est chou, c'est des adolescents, et pour autant il y a vraiment entre Wes et Lise une joute verbale tellement mignonne, tellement drôle, tellement acerbe par moments que moi j'étais là, oh, c'est trop cute. Et franchement, je vous le conseille 1000 fois, c'est adorable, c'est à mettre entre toutes les mains justement, et ça aussi c'est des romances qui font du bien, parce que bah moi j'ai des enfants et un jour j'ai envie de leur faire une catégorie de ma bibliothèque où elles pourront y aller les yeux fermés sans que je stresse en me disant sur quoi elles vont tomber dedans.
Et donc vraiment ce livre, j'en suis hyper contente. Il y a la suite qui va sortir bientôt, j'ai trop hâte. Je vous le conseille. Vraiment gros coup de cœur pour le personnage de Liz, même si elle passe à travers plein de problématiques de l'adolescente standard on va dire, et que par moments on lève les yeux au ciel parce qu'elle est vraiment agaçante. Et puis qu'elle fait des choses qui sont pas bonnes pour elle, parce qu'elle va essayer de changer son style et tout, et ça c'est dommage parce qu'on aurait envie voilà, qu'elle reste fidèle à elle-même. Donc ça c'est des choses qui sont un petit peu moins bonnes, mais c'est des choses un peu normales je dirais de par le manque de maturité du personnage principal. Par contre le personnage de Wesley, c'est un garçon qui est mais tellement bienveillant, mais tellement gentil, qui désamorce plein de situations où les femmes pourraient être en danger. Et lui il arrive et c'est vraiment genre le mec bien. Foncez, je sais pas quoi vous dire de plus à part de vous dire d'aller le lire en fait. Ensuite j'ai enchaîné avec 2 romances que j'ai adorées. Et encore une fois on est dans des romances qui sont quand même assez... comment dire, je dirais pas caricaturales mais quand même un petit peu. Et donc c'est vraiment de la grosse comédie romantique. Donc si c'est pas trop votre came, que vous cherchez des comédies romantiques mais avec de la subtilité, machin, c'est pas du tout pour vous. Mais par contre si vous aimez les bonnes comédies romantiques, où vous allez vous marrer, vous allez tomber amoureux des personnages, que c'est un peu gros, vous le voyez venir et qu'en même temps vous aimez, foncez. Et je vous dirais, il y a quand même souvent, enfin dans les 2 livres que j'ai lus en tout cas, et je vais continuer à en lire plein de cette autrice, il y a quand même une surcouche de sentiments et de sujets qui sont assez forts et assez douloureux qui sont abordés, donc qui sait. Le premier livre c'est The Bodyguard de Catherine Center, que je vous conseille vivement puisqu'on suit Anna qui est donc une bodyguard, donc une garde du corps qui est assignée à un acteur qui s'appelle Jack Stapleton, qui a pas du tout envie d'avoir un garde du corps hein, quand elle arrive, bien évidemment, et qui au fur et à mesure, bon, l'accepte et décide carrément de l'emmener vivre avec lui dans sa maison de famille. Donc on a aussi un peu ce côté forced proximity, puisqu'en fait elle va devoir jouer sa petite amie. Donc on a aussi fake girlfriend, enfin tous les tropes qu'on aime bien. Et si vous voulez, ce qui était hyper intéressant dans cette histoire, ce sont les personnages eux-mêmes, c'est-à-dire que Jack, qui a beau être cette superstar extraordinaire et tout, bah finalement ça fait un moment qu'il n'est pas allé à l'écran, enfin qu'il n'est pas apparu à l'écran, qui se cache un peu dans une maison au fin fond des montagnes à cause d'un événement traumatisant qui lui est arrivé. Et Anna de l'autre côté vient de vivre 2 événements coup sur coup assez traumatisants également. Et en fait on a ces 2 personnages qui se retrouvent, qui ont potentiellement aussi pas mal de préjugés l'un envers l'autre et envers eux-mêmes, je pense qu'ils n'ont pas tellement confiance en eux. Et à travers leurs relations, qui vont vraiment réussir à passer à travers ces moments difficiles de leur existence. Et franchement, trop mignon. Ça ferait un film tellement bien. Bon, j'ai mis une petite demi-étoile en moins pour la fin, parce que j'ai trouvé vraiment ultra tiré par les cheveux. Et que vraiment là j'ai dit, oh non Catherine, t'as pas pu nous faire ça. Mais sinon hormis ça, franchement j'ai adoré, c'était super mignon, j'ai adoré le personnage de Anna, je l'ai trouvée hyper sensible, je l'ai trouvée attachante en fait, vraiment. Jack pareil, même si bon il a ce côté un peu, c'est une star de cinéma, mais vraiment je vous conseille, super mignon, The Bodyguard, allez-y. Le deuxième livre de l'autrice que j'ai lu, c'est The Rom-Comers qui vient juste de sortir, et encore une fois, carton plein. Donc dans celui-ci, on suit Emma Wheeler, qui est donc une jeune femme qui écrit des scripts de comédie romantique, elle est vraiment spécialisée dans ça, et qui a passé les 10 dernières années à s'occuper de son papa, qui malheureusement est hémiplégique dû à un accident un peu tragique, qui a vraiment jeté une ombre sur la famille de Emma, pardon. Et un jour, l'agent d'Emma l'appelle en lui disant bah en fait je t'explique, Charlie, ce screenwriter hyper important, hyper successful, a besoin de ton aide pour écrire une comédie romantique parce qu'il doit en écrire une et que la sienne, bah elle est pourrie. Et donc elle est transportée à Los Angeles et elle va cohabiter avec Charlie et elle va l'aider à écrire son script, sauf que quand elle arrive, et bah Charlie il était pas au courant qu'elle était censée arriver, et en plus de ça, il a absolument aucune envie qu'elle l'aide, puisque lui ne croit absolument pas en l'amour, et que de base il avait pas envie d'écrire cette comédie romantique. Donc comme vous pouvez l'imaginer, vous allez avoir plein de situations hyper cocasses. Emma c'est un personnage qui m'a touchée au cœur, enfin vraiment c'est un personnage qui est d'une bienveillance, qui est d'une gentillesse, qui est
convaincue par la romance, par les comédies romantiques, elle y croit dur comme fer, et donc Charlie a beau être un sombre abruti au début de l'histoire, elle lâche rien, elle se laisse pas démonter, et franchement, j'ai eu beaucoup de respect pour elle, parce que c'est quand même une sacrée courageuse, parce qu'elle en prend plein les dents. Donc croyez-moi, moi franchement à sa place j'aurais abandonné depuis longtemps et j'aurais laissé Charlie à sa débrouillardise, mais vraiment elle tient bon, et donc évidemment va se développer entre eux une certaine romance, et j'ai trouvé que c'était un livre qui était très très beau. C'est aussi un livre pareil qui aborde des sujets comme le deuil, comme la maladie, qui sont des sujets qui sont pas évidents et qui sont plutôt bien traités, moi j'ai trouvé dedans, donc franchement je vous conseille The Rom-Commers, moi j'ai mis 5 étoiles, ça a vraiment été un coup de cœur. L'avant-dernier livre dont je voudrais vous parler, c'est une fantaisie puisqu'il s'agit de The Crimson Moss de... excusez-moi, Kristen Ciccarelli. C'est pas ma journée, hein, les noms. Et donc dans The Crimson Moss, on va suivre Rune, qui est une sorcière, dans un monde où les sorcières étaient à la tête de la société et qui ont été renversées par les humains. Enfin, les êtres sans magie, quoi, puisqu'ils sont tous des humains. Et qui se sont en fait... donc les révolutionnaires ont décidé de renverser les sorcières et se sont donné comme quête effrénée de traquer les sorcières jusqu'à la dernière et de les assassiner. Mais vraiment, quand je dis les assassiner, c'est de la boucherie, quoi. Et donc Rune, elle vit dans ce monde-là, et elle a une position assez ambivalente, puisqu'à la fois elle est à la tête de la société parce qu'elle a eu un acte à un moment donné qui a fait que les gens pensent que c'est une révolutionnaire aguerrie et vraiment pour la cause. Mais la nuit, elle aide en fait les sorcières à fuir la ville et donc chercher un autre endroit pour vivre et où elles ne seront pas traquées. Donc elle a vraiment du coup finalement cette double identité. Elle est aidée de ses amies qui connaissent sa double identité et dont l'une décide de lui souffler à l'oreille que si elle épousait finalement un des traqueurs de sorcières, comme ça elle aurait les infos sur les sorcières qui sont attaquer, attraper le plus rapidement possible, et ça lui permettrait donc d'anticiper, de pouvoir sauver encore plus de sorcières. Et là, Rune se dit, mais quelle brillante idée! Et donc c'est comme ça qu'elle se met en quête de Gideon, qui est donc l'un des généraux les plus importants de la cause révolutionnaire. Mais Gideon lui-même se dit que Rune, avec sa position dans la société, a peut-être une bonne idée de qui est The Crimson Moss, voire est peut-être The Crimson Moss. Donc finalement, nous avons nos deux personnages qui rentrent en collision dans une relation où chacun va venir avec un objectif caché, mais qui très vite se laisse dépasser par les sentiments. C'est un livre qui est très bien. Je vous dirais que c'est pas le livre le plus solide qui soit en termes d'intrigue, parce qu'honnêtement, alors je sais pas si ça vous fera ça, mais moi personnellement il y a quand même les intrigues de fin, je les avais vues venir mais genre à 12 km. Néanmoins, c'était bien construit, j'ai trouvé que l'ambiance était hyper prenante, parce que finalement on est dans très peu d'endroits, puisque c'est tout au sein d'une ville, et à la fois on a ce côté un peu ambiance début du siècle, vous savez, un peu 1900, enfin moi je voyais un peu les images comme dans Moulin Rouge, ces bals, ces manoirs, cette société un petit peu frivole, mais en même temps hyper sanguinaire, sanglante, la traque des sorcières et tout, enfin c'est vraiment très chouette, enfin, c'est un univers qui est dépeint d'une façon où on est très vite pris dans l'intrigue, et c'était génial, j'ai adoré. J'ai trouvé que la romance qui s'était montée entre les deux, elle était hyper intéressante, parce que justement ils viennent tous les deux avec leur agenda caché, et que jusqu'au bout ils tiennent en fait leur objectif. C'est-à-dire que on n'est pas, donc, vous savez, dans les tropes un peu habituelles où elle va tomber amoureuse de lui et d'un coup d'un seul, toutes ses croyances volent en éclats. Non, elle c'est une sorcière, elle est là pour aider les sorcières. Lui c'est un traqueur de sorcières, il est là pour traquer les sorcières. Et donc ça j'ai trouvé que c'était très bien, parce qu'ils restent dans leurs convictions, et donc ça rend le récit beaucoup plus crédible, j'ai trouvé. Donc franchement je vous le conseille. C'est un récit, comme je vous dis, qui a quelques petits défauts selon moi, qui est un tout petit peu faiblard sur la construction de l'univers et sur l'intrigue, et sur la construction de l'intrigue, mais vraiment un moment de lecture super plaisant, je vous le conseille vraiment. Je sais qu'il n'est pas encore traduit, mais si à un moment donné il est traduit, gardez-le sous le radar, n'hésitez pas à vous le prendre, il est vraiment très bien, et moi j'ai très hâte que la suite sorte.
Et le dernier livre dont je voulais vous parler, et je vais essayer d'être le plus clair possible car croyez-moi, ce ne sera pas facile, il s'agit donc du Serpent et du Descendant de la Nuit, les couronnes de Niaxa, le tome 1 de Carissa Broadbent. Pourquoi je vous dis que ça ne sera pas forcément facile, c'est parce que ce livre a eu la particularité d'énormément me plaire et en même temps, sur certains aspects, m'a laissé super perplexe. Donc déjà, je vous résume l'histoire. On suit Oraya, qui est donc une jeune fille, qui est humaine, qui a été élevée par Vincent, qui est un roi vampire, et lui l'a élevée toute sa vie, en lui expliquant qu'elle était faible, en fait, et que c'est pour ça qu'il devait l'entraîner à devenir plus forte, jusqu'au jour où elle prendrait part à un tournoi hyper connu, hyper famous, au sein duquel, si elle réussit à être donc l'héroïne de ce tournoi et donc la dernière survivante, elle pourrait demander un vœu à la déesse Niaxia, puisque justement ce monde de vampires est sous l'égide de cette déesse. Donc elle est vraiment en fait, elle est éduquée et élevée comme une arme qui va prendre part un jour à un tournoi. Mais elle est très aimée et très choyée par Vincent. Lui, il a développé pour cette humaine un lien vraiment de parentalité, de père-fille extrêmement fort. Donc ça, c'est hyper important aussi à l'avoir en tête. Et donc évidemment, au sein de ce tournoi, elle va faire la connaissance d'un vampire qui s'appelle Ren, qui vient d'un autre royaume, puisqu'on est dans un territoire où il y a plusieurs royaumes qui sont des genres de maisons différentes, et chacun se bat un peu pour le pouvoir central des vampires. C'est pas ultra clair, pour être très honnête. Et donc Ren, il fait partie comme ça d'une autre tribu, on va dire, d'une autre maison. Et forcément, ils vont devoir faire alliance, et je vous laisse deviner la suite, etc. Donc ça, c'est un peu le pitch de départ. Pourquoi j'ai beaucoup de choses à dire à la fois sur ce livre, et à la fois c'était pas évident à résumer? Parce qu'en fait, dans l'ensemble, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Mais c'est un livre qui me plaît beaucoup parce que c'est un tome 1. C'est-à-dire qu'on reste quand même très en surface sur beaucoup de choses. Donc déjà l'univers, on parle des différentes maisons, d'un roi, d'un autre roi qui est là-bas et tout. C'est pas clair. Enfin franchement, on comprend qu'on est dans un livre où il va y avoir des gros enjeux politiques, des gros enjeux territoriaux entre les différentes sections de vampires, factions plutôt de vampires, mais le pourquoi du comment on en est arrivé là, quelles sont vraiment les intrigues qui font que ces gens sont en guerre et tout, c'est pas clair. On sait qu'il y a des batailles depuis toujours, mais pourquoi, c'est pas expliqué. Donc sur la construction de l'univers, il manque des choses. Sur la relation entre nos deux personnages, je vous dirais que c'était intéressant parce que c'est finalement une relation qui se base sur une alliance, dans le tournoi, ils décident de s'allier afin d'être les derniers survivants, quoi. Donc si vous voulez, c'est quand même une relation qui se base d'abord sur cette semi-confiance, parce qu'à la fin il en restera qu'un, donc ils savent très pertinemment qu'à la fin il y a quelqu'un qui va devoir tuer l'autre. Donc c'est quand même une semi-confiance, et à la fois sur une attirance en fait. C'est pas une romance. Pour moi, je tiens quand même à le souligner, pour moi ces personnages ne tombent pas amoureux. Ou si c'est le cas, et si c'est comme ça que c'est dépeint, moi c'est pas ce que j'ai compris, parce que honnêtement, il n'y a rien de romantique dans leur union, et pour moi ils ne se connaissent pas assez pour s'aimer, parce qu'ils ne se connaissent que dans le cadre de ce tournoi hyper sanguinaire où ils doivent lutter pour leur survie. Alors c'est sûr que ça fait tout un schéma où ils peuvent tomber amoureux l'un de l'autre, mais même malgré ça, moi je vous dirais que j'ai développé plus de sentiments pour Miché, qui est un personnage secondaire, que pour Ren, dont je ne connais quasiment rien. Donc ça, encore une fois, c'est intéressant, mais faut que ça se développe. Par contre, un truc que j'ai trouvé hyper bien fait, c'est le personnage d'Oraya. J'ai trouvé que c'était un personnage qui était hyper intéressant, parce que là, pour le coup, on a cette héroïne qui a été éduquée dans une certaine façon, mais qui a toujours été un peu déchirée entre le fait que c'était une humaine, que ça l'énervait les humains parce qu'ils sont faibles et tout machin, et en même temps elle voit bien que ces vampires, finalement ils prennent les humains pour du bétail, donc on sent vraiment une espèce de déchirement interne entre son envie d'être autre chose qu'une humaine, mais en même temps son attachement fondamental envers sa tribu finalement d'origine, et son besoin aussi de comprendre ses origines, et donc j'ai trouvé que c'était très bien, et j'ai trouvé aussi que dans ce tournoi, elle prend mais tellement cher, et désolée de dire ça, mais je sais que ça fait un peu sadique, mais c'était crédible pour une fois, parce qu'on disait pas genre ah oui bon elle arrive comme par hasard, elle a un immense ressource intérieure et tout. Non, genre c'est une humaine, je pense qu'il y a au moins 20 fois où elle a 2 doigts de mourir,
Donc non, bah pour une fois on disait bah ouais, ok, c'est une humaine dans un tournoi avec des vampires, bah chérie, t'en chies un petit peu quoi. Et donc ça, j'ai trouvé ça, c'était très très bien aussi, j'ai trouvé que c'était bien mené, et j'ai trouvé encore une fois que la défiance que ressent Oraya envers Ren, envers les autres concurrents et tout, était très logique par rapport à ce qu'elle avait vécu, et c'était bien fait, et même si à un moment donné, elle remet en question un peu ses croyances et tout, pas tellement au final. Et donc vraiment, ça en fait un personnage qui est solide. Donc je vous dirais que moi, mon sentiment avec le serpent et le descendant de la nuit, c'est exactement le même que j'ai eu quand j'ai lu le premier tome de Throne of Glass. C'est-à-dire que pareil, dans Throne of Glass, dans le premier tome, on a cette jeune femme qui est au sein d'un tournoi, qui réussit, à la fin on se dit ok mais and so what, enfin qu'est-ce qui va t'arriver maintenant et pourquoi, on sent bien qu'il y a un monde derrière mais on sait pas trop ce qui s'y passe. Bah là, même effet, c'est-à-dire ok on a eu ce tournoi, ok on a eu cette situation finale, ok, il se passe des choses, visiblement on est au bord d'une guerre civile, ça a l'air hyper intéressant, on sent que ça va être hyper prenant, mais ça ne reste qu'un tome introductif. Donc moi, j'attends avec impatience de lire la suite, parce que j'ai vraiment envie de savoir, mais du coup, où est-ce que tu vas nous emmener? Est-ce que déjà, ça sera 2 tomes, 3 tomes, 4 tomes, 18 tomes? Bon ça, j'espère aussi qu'ils vont rester assez raisonnables, mais voilà. Une superbe lecture, je vous la conseille vraiment parce que vraiment je me suis pas ennuyée, c'est un livre qui m'a habité pendant des semaines donc vraiment top, mais j'en ai besoin d'un petit peu plus. Et voilà, c'est tout pour mes lectures du mois de juin. Comme vous pouvez le constater, j'avais plein de choses à vous raconter, j'ai envie de dire, un peu comme d'habitude. J'espère que certains vous auront fait envie et si vous les avez lus, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite de passer de bonnes lectures. Bye bye!